Alors bonsoir à tous, profitez bien de ce slide, c'est le seul que j'ai. Euh, je- il est magnifique, non mais je me suis appliqué. Je ne vous ai pas prévu une présentation slide et autres. Je me suis dit que ce qui serait amusant de faire ensemble en 20 minutes, c'est de partir d'un repository GitHub que j'ai préparé, avec une image Docker, un répertoire vide, et monter l'image Docker, initier le projet React Native, et finalement arriver à avoir un test sur le téléphone avec Expo, en mode développement complet, un débugger local, et tout ce qui va bien, et le faire ensemble, et que vous ayez le pas à pas présent sur le Git, pour pouvoir le refaire à la maison, au boulot, entre amis, quand vous voulez. Un samedi soir, mais c'est parfaitement adapté pour ceux qui n'aiment pas le foot. Vous vous détendez un petit peu, vous récupérez le Git. Je pense que Olivier vous le communiquera l'adresse. Il est public. Oh, nouvel obstacle, c'est un clavier QWERTY. Donc, le repository s'appelle React Native. Rien de folie. Et je vous ai mis tout le pas à pas qu'on va réaliser ensemble. Donc, un GitHub, la première étape. Tu me permets de faire des choses sur ta machine, hein? On va se débrouiller, bien sûr. Donc pour l'instant, rien de dingue. Hop, ici, on va la récupérer. Le contenu du répertoire. Qu'on a mis dans Docker React Native. Qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire? Il y a un répertoire React Native Source qui est puissamment vide. On a un fichier docker compose.yml qui, alors je vais essayer encore d'augmenter les fontes ici aussi. Ce fichier docker compose.yml, il est très simple pour l'instant. Il va builder le Dockerfile qui est présent dans React Native et il va associer le volume SRC, puis exposer quelques ports qui vont nous permettre de travailler, d'exposer, de communiquer avec l'application Expo. Si je vais voir le Dockerfile, qu'est-ce que c'est? Le Dockerfile, c'est le conteneur, la description du conteneur tel qu'il va être lancé. La description du conteneur tel qu'il va être lancé, ça va être partir de l'image Node, donc l'image Node la plus classique, la plus à jour, l'image officielle, et par-dessus, faire déjà les installs des quelques libs nécessaires pour faire tourner. On va avoir besoin de quoi pour le faire tourner? Le React Native CLI, la commande pour créer des applications React Native, Expo. On va créer le répertoire, on va le passer en workdir, et puis on va laisser le conteneur se reposer, ne plus rien faire, mais en démon pour qu'il ne se ferme pas. Ce qui fait que dans mon répertoire ici, je fais mon Docker Compose. Hop. Et là, la magie s'opère. Il vient récupérer Node, qui normalement est une petite image, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. D'ailleurs, autre chose qui fait que ça va probablement pas fonctionner, vu qu'on n'a pas accès au réseau Wi-Fi, on va se servir du téléphone d'Olivier en intermédiaire serveur pour faire le débugger. Encore. Non, mais ça va être beaucoup plus rigolo. Attends, moi, d'abord voir si ça marche. Hein. Donc ces étapes-là, c'est les étapes classiques pour ceux qui utilisent Docker. On a juste demandé à lancer la description qui est présente dans le Docker compose.yml.
Vu qu'il ne l'a pas encore buildé, il vient récupérer les images, il va faire le build, il va récupérer le React Native. On le laisse faire tranquillement. Je vais vous expliquer pendant qu'il télécharge, pour ceux qui ne savent pas, les différentes choses qui vont fonctionner derrière. Donc React Native, c'est la librairie fournie par Facebook qui va permettre de faire une application multi-plateforme, Android, iOS, iPad, à partir d'un JS basé sur React. Contrairement à des choses que vous connaissez peut-être, type Ionic, Cordova ou autre, ça va binder des composants natifs. Ça ne va pas être une web view qui va être générée, mais des composants natifs. React Native, c'est utilisé par Facebook, vu que c'est eux qui la proposent, mais Microsoft aussi l'utilise. Skype est basé sur React Native. Airbnb est basé sur React Native, donc des grandes applications sont basées sur ce fonctionnement-là. Ça va permettre de réutiliser des librairies qu'on a l'habitude d'utiliser sur le web et d'avoir des services, par exemple, qui vont pouvoir nous servir et pour notre web app et pour notre application mobile. Donc un intérêt plutôt intéressant. Et l'application telle que je vais la lancer sera exécutable. Le code sera exécutable sur Android comme sur iPhone. Alors, suivant les librairies qu'on va utiliser, il va y avoir quelques adaptations, mais ça va être assez faible finalement comme adaptation, plutôt que de redévelopper une application de zéro entre l'un et l'autre. Expo, c'est une boîte à outils et un service qui va permettre d'exposer des démos, des prototypes et autres. C'est-à-dire que moi, je vais me servir d'Expo en mode local. J'ai l'application Expo sur mon téléphone et c'est elle qui va me servir à m'interfacer avec le conteneur Docker qui va faire tourner du React Native pour avoir la vision de mon application finale. Après, une fois qu'on a fait notre développement, on peut très bien faire poster directement dans Expo et avoir des applications ici qui sont des applications, des prototypes, des démos, des choses comme ça qui sont présentes dans Expo pour être utilisées par d'autres. Là, il y a les React Native exemples. C'est une application, c'est quelqu'un qui l'a posté dans Expo et on pourrait très bien venir la récupérer. Pendant que je meuble le temps du téléchargement, on voit que les conteneurs ont été téléchargés. Il est en train d'exécuter les différentes étapes que j'avais mis dans le Dockerfile. Donc il a récupéré les images qui correspondent à Node, il a fait son Node et maintenant il installe les composants. Il va le faire qu'une seule fois. Quand je relancerai l'image, il n'aura pas à faire ça, il aura buildé son image. Mais il installe les composants qui vont correspondre à ce que je vais utiliser ensuite pour produire l'application. 5 sur 8, il devrait bientôt avoir terminé. Avec le code qu'on va faire, moi je vais vous faire une démo sur mon téléphone, mais si on était tous sur le même réseau local, je pourrais vous envoyer des liens et chacun sur son téléphone, sauf si quelqu'un a encore un BlackBerry ou un Windows Phone, pourrait venir tester l'application. Normalement, si vous êtes là, personne n'a un BlackBerry ou un Windows Phone. Si quelqu'un a un BlackBerry, qui sorte de suite. Je ne tolère pas ce genre de personnes. Étape 5 sur 8. J'ai encore de quoi meubler. Docker Hub. Ah, c'est fini. C'est pas grave, je le garde pour tout à l'heure. J'aurai probablement un autre moment à meubler. Donc, ici, cet anti-slash ne sert à rien. Ici, je vois que j'ai mon image React Native. Mon image React Native qui est up depuis pas très longtemps, qui expose les ports tels que décrits et à laquelle je vais pouvoir me connecter. Là, je suis connecté sur mon application React Native. À partir de ce moment-là, il y a des éléments préinstallés dessus. Si je fais exp, on voit que la commande exp est préinstallée et est déjà utilisable. Si je fais create React Native app hello meetup, hop,
je crée et je télécharge toute la librairie qui va me permettre de récupérer ça. Pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai bien, vu que je suis parti de l'image node, j'ai bien Yarn qui est installé. Vu que j'ai complété cette image node avec le React Native, j'ai bien le React Native qui est installé. Je ne vais pas m'embêter. Cette image-là, ensuite, je peux la, enfin, même ce repository-là, vous l'installerez chez vous, vous serez dans le même cas de fonctionnement, vous aurez ces mêmes étapes-là. Vous avez quelque chose de préinstallé. On pourrait le faire avec un Linux, on pourrait le faire avec un Windows. Là, on le fait avec un Mac, c'est mieux, mais on pourrait le faire avec d'autres éléments. Pendant ce temps-là, il va récupérer les packages, il va monter. Ces éléments-là vont être présents. Alors, je l'ai mis à ta racine utilisateur. Et où t'as caché les trucs? Hop, hop, non. Je veux pas changer ta présentation. Ah, j'étais peut-être pas dans ce répertoire-là, attends. Si, pourtant, c'était bien. Ok. Donc ici, le répertoire que j'ai cloné. Ici, le répertoire vide qu'on avait récupéré. Et ce répertoire vide qu'on avait récupéré est en train de se peupler par rapport à la commande qu'on a lancée sur notre Docker. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de mettre en place toutes les librairies, toute la base de mon application. Donc dans l'applicatif, on va retrouver le app.js, le point d'entrée de l'application. On va retrouver les nodes modules habituels pour ceux qui développent en JavaScript. Le package.json qui va décrire les packages supplémentaires et les packages de base du React Native. Et tout ça a été fait pas par la machine d'Olivier, par le conteneur, le conteneur qui contient l'image qu'on a utilisée. Une des étapes suivantes qu'il va me falloir, c'est récupérer l'IP. Récupérer l'IP de la machine d'Olivier sur le Wi-Fi. En effet, j'ai exposé un port. Pour que les deux puissent se connecter, il va falloir qu'il publie une application Expo qui va être appelable sur le réseau local, mais pas sur l'IP Docker. L'IP Docker va être une IP en 72.19 quelque chose. Je vais avoir besoin de l'IP locale de la machine. Pour ça, hop, on va faire network avec un W. Donc la 10.2 que je peux ouvrir tes notes, on ne sait jamais. Parce que d'ici à ce que je l'utilise, je l'aurais oublié. Ok. On a terminé de créer le projet React Native. Ici, on va pouvoir prendre ce projet React Native, on va pouvoir le monter dans notre IDE local. Qu'est-ce que tu utilises comme IDE, Olivier? Voilà quelqu'un de bien fréquentable. Non, je vais la garder. Donc, notre Hello Meetup, ce n'est pas une application fantastique pour l'instant. Ici, on va voir qu'elle va afficher, avec un certain style, elle va afficher un background, un item, un contenu justifié, enfin des styles et quelques textes. Mais déjà, si on arrive à la faire tourner, ce sera pas mal. Étape suivante, prendre l'IP que je viens de récupérer au niveau du Docker, la mettre dans l'environnement. On pourrait venir la mettre dans le bash RC pour des utilisations ultérieures.
Donc, c'est sur cette IP-là que va se passer l'échange entre mon téléphone et l'application qui va tourner derrière. Pour lancer l'application maintenant, exp start s et mon email, comme ça je reçois directement un lien dans mes emails pour pouvoir tester l'application. Donc, ça tombe bien, j'ai de quoi me connecter, mais je ne connais pas mon mot de passe, parce que je l'ai sur ma machine. Donc, parlez entre vous pendant que je trouve mon mot de passe. Hein. C'était pas mal, hein. Ah, mais maintenant, il va falloir que je le tape avec un clavier QWERTY. Merci. Merci. Ah, il était quand même, il était velu. Hein. Donc il tourne, il va utiliser des ports d'expo. Donc par exemple, il va exposer le port 19001 que je vais utiliser avec mon téléphone. Il va utiliser d'autres éléments. Je vais lancer à côté sur la même IP. Oh, t'as pas un Chrome? Voilà. Ouais. Il est là. Merci. Alors, est-ce qu'il est lancé ou pas encore? Est-ce qu'il y a du 19000? Il y a du 19001. Normalement, je devrais avoir le bon port. Donc ça, rien à voir avec ça. Rien à voir avec la choucroute. Lui, il run, donc c'est bien le troisième. Mais il était peut-être pas tout à fait terminé. Donc je prends j'ai dû recevoir par mail. Vous voyez tous? Alors ici ça doit commencer à bouger. Voilà. Maintenant il est pas content.
Quel port j'ai bindé moi? Non, 80-80, c'est pas mal. 80-80 est pas trop mal. Ok. Il est en train de faire son bundle. Tout va bien. Il commence à être parti là. Google Chrome est sorti. Bien, bien, bien. Peut-être que le 10.2 est pas trop apprécié en fait sur l'idée. En localhost, il va y avoir un conflit de cross domaine. Si on l'envoie en localhost ici, en effet, il va pouvoir bien rentrer normalement sur le Docker, il n'y a pas de problème. Mais il va dire, j'expose du 172.20, tu essayes de m'avoir avec localhost, c'est pas là-dessus que je t'attends. C'est pas là-dessus que je t'attends. Si je viens ici, peut-être. Mieux. Et en définitive, mieux. Donc ici, j'ai une application. Ici, j'ai un debugger avec une console de debug React Native. Ici, j'ai mon IDE local. Et si je viens mettre un background pour que vous puissiez voir les différences, normalement, s'il n'y a pas d'effet Bonaldi final, il y a toujours un effet Bonaldi final. Le background est passé rose. J'ai mon debugger, je peux lancer un debug à la volée et suivre l'exécution pas à pas de food.js. Je peux venir lancer mon debugger ici. Point virgule est facultatif, mais j'aime bien le mettre, mais par contre j'aime bien le trouver aussi. Merci. Donc ici j'ai bien mon debugger, j'ai bien mon exécution pas à pas, j'ai bien quelque chose qui correspond en face. Et on a notre interface de debug. L'intérêt de ça, c'est que ici j'ai mon script, ici j'ai mon Docker. Je peux rajouter dans mon Docker Compose, en plus de mon interface de test React Native, mon back par exemple, et envoyer un back GraphQL qui pourra après être utilisé par React Native, ou envoyer un parse serveur, ou envoyer diverses choses supplémentaires. Et avec ça, on a de quoi tester sur tous les navigateurs, sur tous les téléphones sur le même réseau local, de quoi débugger en temps réel avec un élément. Ici, on a le côté débugger interne, et on pourrait aller plus loin et publier cette application complètement folle avec un texte et un fond rose sur Expo pour le montrer à un client qui pourrait aussi le lancer avec son Expo sans le mettre d'abord sur l'App Store, sans avoir ses validations, sans utiliser TestFlight, donc avoir aussi un côté présentation au client. Et on va s'arrêter là-dessus, et ça a fonctionné, donc c'est plutôt tant mieux. Elle était folle quand même aussi. Hein. On a fait un fond rose et tout. Enfin, c'était. Tu avais un deuxième truc à nous expliquer en attendant. Tu avais mis de côté. Parce que c'était pas vraiment en lien avec Docker pour le mobile. C'est quelque chose que je me suis amusé à faire il y
il y a quelques jours sur le Docker Hub. Vous savez que Docker, c'est basé sur des images qu'on complète et qu'on complète et qu'on complète. Est-ce que vous êtes déjà amusé à remonter l'intégralité des images jusqu'à l'image source, l'image originelle de Docker? Qu'est-ce qui commence? Quel est le début des temps? C'est hyper intéressant d'aller remonter ça. Donc c'était vraiment pour meubler, mais c'est Node. Hop là. Si on part de Node, Node il est lié à un Dockerfile. Ok, très bien. Ce Dockerfile, il est public, mais Node c'est pas une image qui parle de rien. Il est basé sur Jessie. Bon, ok. Allons voir Jessie. Donc plus que Jessie, on va voir l'image, même l'image officielle Debian. L'image officielle Debian, elle aussi, elle est basée sur quelque chose. Elle est basée sur Scratch. Allons voir cette image Scratch. Et cette image, elle est plus basée sur rien. Donc c'est l'image de base de Docker qu'il est absolument déconseillé d'utiliser si on n'est pas un éditeur d'OS. Même, je suis même pas sûr, il y a vraiment rien en fait dessus. Oui, mais justement, c'est l'intérêt de Go. Go est compilé en statique. Le but de Docker, le but de Google avec le langage Go, c'est de pouvoir faire des conteneurs et de créer des binaires autonomes qui sont complètement statiques. Donc ça peut être une bonne image de démarrage, mais il faut savoir qu'il n'y a rien là-dedans. Par contre, tu fais pas un Docker exec pour démarrer un shell dedans. Non, pas vraiment, non. Pour débugger, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'était le meuble intermédiaire en cas de problème supplémentaire. Moi j'ai une question. L'image Docker que tu as utilisée, c'est l'image disponible publique que toi tu as créée ou c'est une image standard? C'est un repository le plus public possible, donc c'est un repository GitHub. Je n'ai pas publié l'image sur le hub Docker, mais je pourrais la créer. C'est Node.js et trois librairies en plus. J'imagine que quelqu'un a dû la créer. Bon, en tout cas, le repos est libre, vous pouvez aller l'utiliser. Bien entendu, vous êtes les bienvenus à venir récupérer tout ce qu'il y a dessus. Vous éviterez, parce que je l'ai tapé un petit peu comme ça m'est venu ce week-end, il doit y avoir des fautes d'orthographe d'un autre monde. Vous éviterez de juger les gens qui ne savent pas écrire. Voilà. Quand on met une application sur Expo, du coup, la personne qui va utiliser va charger l'application depuis Expo. C'est ça. En fait, Expo va envoyer. Expo, ça va être un conteneur pour ton React Native. Et au moment où tu vas publier l'application, tu vas publier ton code. Donc là, le code n'est pas publié. C'est moi qui ai servi de serveur Expo, si tu veux. Mais quand tu publies ensuite, tu vas ouvrir l'application Expo, tu vas avoir une URL, un lien, ou sur Android, mais ce n'est plus le cas sur iOS, un QR code que tu peux scanner. Il va connaître l'endroit distant où est sauvegardé ton React Native et tu vas avoir un truc, téléchargement du JS. Il va télécharger le JS et il va t'exécuter le React Native sur ton téléphone. Mais il stocke aussi le code. Le code natif est exécuté directement sur le téléphone. Le code natif, alors Expo, il n'exécute pas tout à fait du code natif. Il exécute du code React Natif et c'est plus un émulateur. Mais par contre, ce code, ensuite, tu peux très bien, tu as des commandes qui te permettent ce code, une fois que tu l'as testé sur Expo, que tu l'as soumis à ton client, tu peux aussi le builder. Tu as ton projet Xcode, tu as tout ça, tu as les commandes React Native qui vont te permettre de le builder. Par contre, pour le builder, pour builder du Xcode, là, pour la peine, tu vas devoir sortir un petit peu du cadre Docker, tu vas être obligé d'avoir ne serait-ce que ton Xcode, pour après le publier. Mais là, jusqu'à l'interface, jusque même à la validation de ton client, tu peux rester dans cet environnement-là. On va se coucher? On va voir le match? Non? Ok. On peut créer une application React Native qui fonctionne sur iOS sans avoir des problématiques d'une application avant. C'est-à-dire? C'est une norme de sécurité qui empêche de lancer Docker sur une application mobile. Ouais. iOS. Si j'utilise React Native, j'aurais pas tout.
Bah déjà, React Native, en fait, il va juste te permettre de créer une application iOS, mais derrière, ça va être du Xcode hein, qui est fait, ça va faire du natif. Juste, ce natif, tu vas le builder à la volée à partir d'une source JavaScript. Donc non, tu as les mêmes problématiques. Si demain Apple décide que les gens qui utilisent React Native, ça leur rapporte pas d'argent, on veut plus qu'ils mettent l'application, tu es lié au même truc que s'ils disent... tu as les mêmes contraintes en tant que développeur en utilisant ça. Tu as juste une facilité, c'est que ton application, tu l'as développée sur iOS, à peu de choses près, pour le faire très simple, tu fais run iOS pour tester sur iOS, run Android pour tester sur Android, et ton React Native, il t'a fait le taf quasi identique. C'est un très très gros raccourci, mais c'est l'idée. Par contre, tu ne peux pas faire des choses que Apple ne t'autoriserait pas à faire avec une application native. Tu restes dans le même cadre de contrôle. Il y a deux choses. Quand les applications qui sont publiées dans le store ont les mêmes réglementations que toutes les autres applications. Quand les applications Expo sont limitées en fonctionnalité, ça effectivement, tu peux juste mettre un QR code sur un mur, utiliser l'application Expo, et ça charge à la volonté. Ah, et là oui, tu es libre. Apple n'a aucun droit de validation sur ces éléments-là. C'est du web. Si c'est de la pédopornographie, peut-être que Expo... je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais... attention. Mais oui, en gros, tu peux contourner les règles d'Apple avec ça, mais tu ne pourras pas la déposer sur le store. Sachant que si tu veux vraiment détourner les règles d'Apple pour quelque chose qui va aller plus loin, il vaut mieux t'orienter vers une progressive web app où tu seras encore plus libre et sur lequel même Expo ne pourra pas te couper finalement. Dernière chance pour une question. Combien de temps pour se former sur ces technos? Sur React Native React Native, ouais. En gros, sur React Native, je pense que le Hello World, l'application et tout est plutôt bien documenté. En 2 jours, tu sais déjà faire un truc. Un petit truc, mais après, si tu étais déjà bon en React, que tu avais des notions de JS, tu vas encore plus vite. Mais une application avec quelques navigations dedans et tout, très simple, en 2 jours, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Tu ne seras pas expert en 2 jours, mais la courbe d'apprentissage est assez rapide. À mes yeux, plus rapide que la courbe d'apprentissage pour un développeur natif. L'objectif de Docker du conteneur, cet environnement web du coup. Ouais. Et l'idée où c'est entre guillemets plus que pouvoir installer du coup toutes les dépendances sur ta. Promener les dépendances versionnées avec le reste du projet. Dans l'idée, ce conteneur-là est peu intéressant en lui-même parce qu'il est seul. Ce qui est intéressant, c'est si tu l'embarques avec ton back, par exemple. Si tu as ton back-office qui est embarqué avec, mettons, tu as un back-office GraphQL qui tourne bien avec ton application Docker, tu embarques ton code React, ton Docker qui va permettre de le simuler avec Expo, ton back GraphQL, et en une commande, tu vas lancer de quoi simuler ton application Expo, de quoi faire tourner ton back-office GraphQL en démo avec des fixtures et tout, et finalement, tu auras tout embarqué. C'est là où Docker donne aussi une interface de dev clé en main, et en plus, tu peux versionner ce back avec le reste de ton application. C'est seul comme ça, et sur un Mac en plus qui arrivera très bien à faire tourner les choses, l'intérêt est quand même très humble. Mais par contre, la même chose qu'on a fait là peut s'appliquer sur un Linux, peut s'appliquer sur un Windows, sans que tu aies à chercher à installer Node sur ton Windows. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir utiliser des versions différentes. Tu peux avoir 3 conteneurs différents avec des versions de Node différentes. C'est ça, tu peux avoir une rétrocompatibilité. Mettons, ton dernier React Native nécessite Node 8 et tu as un vieux projet qui est toujours avec Node 7, tu vas pouvoir monter ton conteneur Node 7 aussi. Mais là, c'est vrai que dans ce cadre-là, sur un projet tout neuf, sur une machine qui est très apte à faire tourner ce genre de choses, l'intérêt est moindre. Une question, je ne suis pas un expert en Docker, mais si c'est pour monter en fait une plateforme de développement, Ouais. on va dire, à part, je vois la facilité d'installation, le fait d'avoir les VM déjà préconfigurés avec ton environnement, ton environnement, etc. Et là, on va faire les plus-values, quelles sont les plus-values de Docker?
La plus-value, c'est que tu vas avoir une VM préconfigurée. Mettons que, on parlait de cette rétrocompatibilité, Node 8, Node 7. Si je devais créer une nouvelle image, une image avec Node 8, une image avec Node 7, je me refrapperai une installation complète et un ISO. Si ici, je veux que mon image, elle soit plus à partir de la dernière version de Node, mais elle soit à partir de Node 7, ici, je viens faire 2.7, je rebuild mon conteneur, et là j'ai un conteneur qui est buildé avec Node 7. Si je veux faire Node 6, je mets Node 6. Un gain de temps énorme. Et si j'ai ta VM, tu vas avoir ta VM de code. Ta VM, tu ne vas pas la versionner, tu ne vas pas la mettre sur ton Git. Si demain on fait une mise à jour de React Native, et que le projet a été mis à jour sur React Native, j'embarque dans ma description la version qui va permettre de le faire tourner. Je n'aurai pas d'incompatibilité, j'arriverai toujours avec une version qui est packagée avec mon code et qui suit la version de mon code. C'est ça. C'est une description de ton image comme un package.json. Dernière question, parce qu'après, si je ne fais pas d'erreur sur le timing, il faut que limite là, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles de l'installer vraiment dans le même conteneur ou du coup de faire un compose par exemple, d'avoir un autre conteneur avec ton back? Ah ben, moi, vu que généralement ton back il va tourner en même temps que ton mobile, moi là dans un cadre comme ça, je dirais que pourquoi pas ne pas le mettre. Tout dépend de l'intelligence de ton back, tout dépend de la taille de ton back, tout dépend combien tu as d'équipes dessus. Mais mettons tu es un développeur mobile qui a besoin d'un petit back, style un back GraphQL, bah, tu l'embarques avec sur ton projet. Avec un Prisma, avec quelque chose comme ça qui va permettre de tourner aussi dans Docker. Après, si le projet est de taille plus importante, tu ne vas pas imposer à tes devs back de packager le truc, tu vas plutôt mettre une récupération du projet, donc un build qui va aller récupérer le projet avec et tout, et tu ne vas pas tout versionner dedans. Mais tu peux avoir aussi des commandes qui vont aller récupérer l'interface. Mettons, il y a un back PHP qui tourne avec, donc Apache PHP. Tu vas avoir ton descripteur de conteneur Apache PHP. Tu vas avoir ta description dans ton node qui va juste référencer ton conteneur pour aller chercher tes API au niveau du back. Et tu vas pouvoir mettre des scripts de déploiement qui vont aller faire ton git clone du back et ta configuration pour que ton back soit pré-exécutable en quelques lignes, sans embarquer tout le code nécessairement, mais au moins en sachant aller le récupérer. Définir plusieurs serveurs. Plusieurs conteneurs en fait. Ça veut dire qu'en fait, quand ils peuvent communiquer entre eux. Bien sûr, une fois qu'ils sont dans un même Docker Compose, ils se connaissent par leur IP interne, mais que tu ne connais pas automatiquement quand tu le lances, mais ils se connaissent par le nom des conteneurs. Ici, dans mon Docker Compose que j'ai pas là, hop. Dans le Docker Compose que j'ai pas là, ici j'ai le service React Native. Si j'avais un service back, React Native pourrait accéder au back en appelant le nom de domaine back, et back pourrait appeler le nom de domaine React Native. Et ils se connaissent les uns les autres, ils sont dans le même environnement. Merci beaucoup. Merci.